Certains pays ont existé, puis ont totalement disparu de la carte. Imaginez des frontières qui n'existent plus, des noms de pays que l'on ne voit que dans les vieux livres d'histoire. De l'Europe centrale aux confins de l'Asie, nous allons mettre en lumière 5 de ces nations disparues. C'est une manière de comprendre comment le monde d'aujourd'hui s'est construit. Alors, préparez-vous à redessiner mentalement votre carte du monde. Commençons notre exploration en Europe avec un pays qui a marqué une grande partie du XXe siècle, la Yougoslavie. Créée en 1918 après la Première Guerre mondiale sous le nom de Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, elle devient la Yougoslavie en 1929. Son nom signifie littéralement « le pays des Slaves du Sud ». C'était un projet ambitieux, réunir sous un même drapeau des peuples aux langues, religions et histoires différentes, comme les Serbes, les Croates, les Slovènes, les Bosniaques, les Monténégrins et les Macédoniens. Pendant des décennies, sous la direction du maréchal Tito après la Seconde Guerre mondiale, le pays a maintenu une forme d'unité, naviguant entre les blocs de l'Est et de l'Ouest durant la guerre froide, et fondant le mouvement des non-alignés. Cependant, cette unité était fragile. Les tensions nationalistes, longtemps contenues par le régime autoritaire de Tito, ont refait surface avec une force dévastatrice après sa mort en 1980. La crise économique des années 80 n'a fait qu'exacerber ces tensions. Les différentes républiques qui composèrent la fédération ont commencé à réclamer leur indépendance. La Slovénie et la Croatie ont été les premières à déclarer leur souveraineté en 1991, marquant le début d'un processus de désintégration long et douloureux. Ce qui avait été un projet d'union s'est transformé en un champ de bataille. La dissolution de la Yougoslavie a été tout sauf pacifique. Elle a conduit à une série de guerres extrêmement violentes dans les années 90, notamment en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et plus tard au Kosovo. Ces conflits ont été marqués par des nettoyages ethniques et des crimes de guerre, laissant des cicatrices profondes dans la région. Aujourd'hui, à la place de la Yougoslavie, on trouve 7 pays indépendants: la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et le Kosovo. Une transformation radicale de la carte des Balkans en seulement quelques années. Continuons en Europe centrale avec un autre pays né sur les cendres de la Première Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie. Créée en 1918 à la suite de la dissolution de l'Empire austro-hongrois, elle unissait 2 peuples slaves proches mais distincts, les Tchèques et les Slovaques. Pendant l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie était l'une des rares démocraties stables et prospères de la région. Cependant, son histoire a été rapidement marquée par les turbulences du XXe siècle. Elle a été démembrée par les accords de Munich en 1938, envahie par l'Allemagne nazie, puis est tombée sous l'influence soviétique après 1948, devenant un État satellite du bloc de l'Est. Le pays a connu des moments de résistance, comme le printemps de Prague en 1968, une tentative de libéralisation écrasée par les chars du pacte de Varsovie. Mais c'est en 1989 que tout bascule. La Révolution de velours, une série de manifestations massives et non violentes, met fin à 41 ans de régime communiste. C'est un moment d'euphorie et d'espoir. Le dramaturge dissident Václav Havel devient président. Le pays retrouve sa liberté, mais très vite, la question de la cohabitation entre Tchèques et Slovaques se pose à nouveau, dans un contexte démocratique cette fois. Contrairement à la Yougoslavie, la séparation de la Tchécoslovaquie s'est faite de manière totalement pacifique, ce qui lui a valu le surnom de divorce de velours. Les dirigeants politiques des 2 partis, Václav Klaus pour les Tchèques et Vladimir Mečiar pour les Slovaques, ont négocié les modalités de la scission. Les aspirations nationales et les visions économiques divergentes ont conduit à la décision de se séparer. Le 1er janvier 1993, la Tchécoslovaquie cesse officiellement d'exister et donne naissance à 2 États souverains et indépendants, la République tchèque et la Slovaquie. Une fin paisible pour un pays au destin mouvementé. Notre 3e arrêt nous emmène sur les rives de la mer Baltique pour parler d'un territoire au nom chargé d'histoire, la Prusse orientale. Ce n'était pas un pays indépendant au sens moderne, mais une province majeure du royaume de Prusse, puis de l'Empire allemand. Son histoire remonte au Moyen-Âge avec les chevaliers teutoniques. La Prusse orientale, avec sa capitale Königsberg, était le cœur historique de l'État prussien. Un centre culturel et intellectuel important, où a vécu le philosophe Emmanuel Kant par exemple. C'était un territoire allemand,
mais séparée du reste de l'Allemagne par le corridor de Danzig après la Première Guerre mondiale. Une situation qui a été l'une des sources de tensions ayant mené à la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Prusse orientale est directement liée à la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. Lors de la conférence de Potsdam, les Alliés, États-Unis, Royaume-Uni et Union soviétique ont décidé du sort des territoires allemands. La Prusse orientale a été purement et simplement rayée de la carte. Son territoire a été divisé en deux. La partie nord, avec Königsberg, a été annexée par l'Union soviétique et est devenue l'oblast de Kaliningrad, une enclave russe encore aujourd'hui. Königsberg a été renommé Kaliningrad et la population allemande qui n'avait pas fui a été expulsée. La partie sud de la Prusse orientale a été attribuée à la Pologne, pour compenser les territoires que la Pologne perdait à l'est au profit de l'URSS. Cette région est aujourd'hui la voïvodie de Varmie-Mazurie. La disparition de la Prusse orientale a donc été le résultat d'un redécoupage géopolitique majeur à la fin de la guerre, entraînant des transferts de population massifs et brutaux. C'est un exemple frappant de la manière dont les frontières peuvent être redessinées par les vainqueurs d'un conflit, transformant radicalement la géographie et la démographie d'une région. On passe maintenant à un véritable géant, un pays qui a défini une grande partie du XXe siècle, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ou URSS. Fondée en 1922, après la révolution bolchevique, l'URSS était le plus grand pays du monde, s'étendant sur 11 fuseaux horaires, de la mer Baltique à l'océan Pacifique. C'était un État fédéral multinational, théoriquement une union de républiques égales, mais en réalité fortement centralisée et dominée par le Parti communiste depuis Moscou. Pendant 70 ans, l'URSS a été l'un des deux superpouvoirs mondiaux, engagés dans une rivalité idéologique, politique et militaire avec les États-Unis, la guerre froide. Dans les années 1980, l'Union soviétique faisait face à d'immenses défis. L'économie planifiée était en stagnation, la course aux armements avec les États-Unis était devenue insoutenable et la guerre en Afghanistan s'enlisait. En 1985, l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev a marqué un tournant. Avec ses politiques de glasnost, transparence, et de perestroïka, restructuration, il a tenté de réformer le système soviétique pour le sauver. Mais en desserrant l'étau du contrôle autoritaire, il a involontairement ouvert la boîte de Pandore des nationalismes et des aspirations à l'indépendance au sein des différentes républiques. La chute du mur de Berlin en 1989 a été le symbole de l'effondrement du bloc de l'Est et a accéléré la désintégration de l'URSS elle-même. Les républiques baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie ont été les premières à déclarer leur indépendance, suivies par les autres. Malgré une tentative de coup d'État par les conservateurs du parti en août 1991, le processus était inarrêtable. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionne de son poste de président de l'URSS et le lendemain, l'Union soviétique est officiellement dissoute. Du jour au lendemain, 15 nouveaux pays indépendants sont apparus sur la carte du monde, redéfinissant complètement l'équilibre géopolitique mondial. Pour notre dernier exemple, nous quittons l'Europe pour les hauts plateaux de l'Himalaya, à la découverte de l'histoire du Tibet. Pendant des siècles, le Tibet a fonctionné comme une entité théocratique quasi indépendante, dirigée spirituellement et temporellement par le Dalaï Lama. Bien qu'il ait eu des périodes de suzeraineté sous les empires mongols et chinois, il a maintenu une culture, une langue, une religion et un système politique distincts. Au début du XXe siècle, après la chute de la dynastie Qing en Chine en 1912, le 13e Dalaï Lama a proclamé l'indépendance du Tibet, qui a fonctionné comme un État de facto indépendant pendant près de 40 ans, avec son propre gouvernement, sa monnaie et son armée. Cette période d'indépendance de fait a pris fin brutalement. En 1950, l'armée populaire de libération de la Chine communiste de Mao Zedong a envahi le Tibet, affirmant qu'il s'agissait d'une libération pacifique visant à réintégrer une partie historique de la Chine. En 1951, sous la contrainte, des représentants tibétains ont signé l'accord, en 17 points, qui formalisait la souveraineté chinoise sur le Tibet, tout en promettant de préserver le système politique et religieux tibétain. Cependant, les tensions ont rapidement augmenté entre les autorités chinoises et la population tibétaine. Ces tensions ont culminé en 1959 avec un soulèvement populaire massif à Lhasa, la capitale. La répression chinoise a été féroce
et le 14e Dalai Lama, Tenzin Gyatso, a été contraint de fuir en exil en Inde, où il a établi un gouvernement en exil. Depuis lors, le Tibet est administré comme une région autonome de la République populaire de Chine. La question du statut du Tibet reste un sujet de controverse internationale. Pour le gouvernement chinois, c'est une affaire intérieure. Pour de nombreux Tibétains et leur soutien à travers le monde, c'est l'histoire d'un pays et d'une culture sous occupation, un pays qui n'existe plus en tant qu'État indépendant sur la carte du monde. Voilà pour ce tour d'horizon de quelques-uns des pays qui ont disparu de la carte au XXe siècle. Ces disparitions ne sont pas que des lignes sur une carte. Elles représentent des transformations profondes pour des millions de personnes, des changements d'identité, des conflits, mais aussi la naissance de nouvelles nations et de nouvelles opportunités. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt.